Bonjour et bienvenue sur Gingembre Podcast. Je suis Marie et je vous accueille dans ce podcast où on explore ensemble les racines philosophiques, culturelles et spirituelles du yoga. On en tire des enseignements pour la pratique et puis peut-être dans la vie quotidienne même. Vous le voyez, ce type un peu sur le côté dans votre cours de yoga? Il peine à tenir en l'équilibre, mais quand le prof ou la prof propose une posture plus compliquée, il s'y lance corps et âme, sans rien écouter des instructions. Vous avez le visu? C'est de ça dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. De ce qui nous pousse à aller plus loin alors qu'on maîtrise pas vraiment bien la base. Et ce qui nous pousse à faire ça, c'est l'ego. Je vous entends d'ici vous raconter que vous êtes pas comme ça. Et pourtant, on a tous cette petite voix intérieure qui dit « Je suis meilleur que ça. Je suis pas vraiment assez souple pour faire ça. La semaine passée, j'ai réussi cette posture, je devrais pouvoir y arriver aussi cette fois. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que je suis un bon yogi ou une bonne yogini. » L'ego, on le croise partout, mais on l'identifie rarement. Et qui n'a jamais entendu son prof ou sa prof de yoga lancer à qui veut bien l'entendre? Peut-être que pour ça, vous laissez votre ego de côté. Faites un choix sans prendre en considération votre ego. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder la question de ce que c'est l'ego, mais aussi de ce qu'en dit la tradition du yoga. Et puis finalement, on va essayer de comprendre pourquoi il prend autant de place dans les cours, dans la pratique. Et le but, c'est en fait d'apprendre à apprivoiser cet ego. Donc on reprend. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Si on prend la théorie de la psychologie moderne, l'ego, c'est le noyau de notre identité. C'est ce moi qui pense, qui juge et qui ressent. Freud, il en parle comme d'un centre de régulation de nos désirs. Dans la philosophie indienne, le sens de l'ego, il est différent. Il est vu plutôt comme une construction mentale. C'est comme une illusion de soi. C'est pas vraiment notre essence, mais une sorte de masque, comme une interface entre notre véritable nature, le soi, qui on est vraiment au fond, et le monde. Ce jeu auquel on s'identifie, c'est en fait comme un agrégat de pensées, comme plein de pensées qui se mettent ensemble, des mémoires, des souvenirs, des émotions, des expériences, aussi des habitudes. Puis il change, il évolue, il se défend, il s'attache, mais il n'est pas nous. Il y a plusieurs textes fondateurs comme le Vedanta ou les Yoga Sutras dans la philosophie du yoga où on parle souvent de l'illusion de l'ego comme la source principale de souffrance. Parce que tant qu'on se définit à travers nos possessions, nos performances ou notre image, on reste dépendant du regard des autres et donc prisonnier de nos conditionnements. C'est là qu'intervient le concept de ahamkara. Pour aller plus loin dans ce concept, dans cette idée de l'ego, il faut comprendre ce que c'est que ahamkara. C'est un terme en sanskrit qui vient de aham, qui veut dire je, et kara, faire. Littéralement, le faiseur de je. C'est un des éléments fondamentaux de la manière dont l'esprit est conceptualisé dans la philosophie de Samkhya. C'est un système philosophique qui est très ancien et sur lequel se fonde le yoga notamment de Patanjali. Pour comprendre le fonctionnement de l'esprit selon la philosophie de Samkhya, je vais vous mettre une illustration pour ceux qui regardent le podcast en vidéo, parce que ça aide à comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour ceux qui m'écoutent, je vous remercie de le faire. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ça. Dans Samkhya, l'esprit il est composé de 4 fonctions mentales qu'on peut illustrer dans une boîte, comme un grand rectangle avec des diagonales qui séparent en fait la boîte en 4 parties. D'abord, il y a Buddhi. Il est plutôt sur la droite. Buddhi, c'est l'intellect ou le discernement. C'est notre façon, notre capacité en fait de comprendre et de réfléchir. Du côté de Buddhi, il y a en fait la séparation, c'est pas une ligne continue, c'est des traits tillés. Buddhi, c'est ce qui nous relie à une conscience supérieure, à une conscience commune, si on veut bien. Ensuite, de l'autre côté de Buddhi, il y a Manas. Manas, c'est le mental qui traite les informations sensorielles, l'esprit émotionnel. Ça, c'est Manas. Plutôt on dit en anglais le lower mind, l'esprit le plus bas, si on veut bien. C'est en face. Il y a Manas et il y a Buddhi. En haut, il y a Chitta. Chitta, c'est le champ de l'esprit. C'est là que naissent les tendances de l'esprit. Vous voyez, si vous regardez en vidéo, que dans Chitta, j'ai dessiné des points avec des couleurs autour.
Un point, il représente un événement, quelque chose qui s'est une fois passé dans votre vie, et la couleur autour, elle symbolise l'émotion qui en émane. C'est pas forcément négatif. Ce point, avec cette couleur autour, ces émotions qui en émanent, c'est ce qu'on appelle samskara. C'est comme si dans votre corps, dans votre esprit, vous transportiez continuellement, en fait, comme un savoir-faire qu'on a appris, mais qu'on a aussi hérité, qui est aussi en certaines parties inné, et qu'on le transporte avec nous. Et c'est comme si, du coup, chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, le corps, l'esprit, il a cette habitude de réagir de la manière dont il a déjà réagi. C'est comme un programme qu'on transporte avec nous quotidiennement. Et si on le laisse prendre le dessus, il joue un rôle d'autopilote. Il nous fait fonctionner toujours de la même manière. On n'a pas parlé de ahamkara qui est le sens de l'ego. Il n'est pas forcément négatif, on va y venir. La chose que j'aimerais encore vous dire, c'est que vous allez voir sur le dessin que j'ai dessiné une ligne violette verticale. Plus vous allez vous situer vers la droite, donc plus vous allez quitter Manas pour vous diriger vers Buddhi, le plus en fait vous aurez la faculté de penser ou de décider pour l'essence même du soi. Le plus vous allez être en contact avec votre intuition. Le plus vous êtes vers Manas, le plus vous décidez en fonction de vos émotions et de votre programme, de votre autopilote. Si on en revient à ahamkara, c'est souvent le problème avec ça, c'est qu'on confond Buddhi avec Purusha. Purusha, c'est la conscience universelle, il y en a qui l'appellent Shiva, il y en a, peu importe comment on l'appelle. Mais cette conscience plus large, plus grande, cette conscience qui nous dépasse. Et souvent, on confond l'ego avec ça. C'est là que commence l'illusion, en fait. C'est le je qui croit qu'il est l'auteur de tout. J'ai réussi cette posture. Je suis en paix. Je suis en colère. C'est cet ego qui commence à nous définir uniquement par lui-même. Mais ce je, c'est une identification temporaire. Et plus on s'y accroche, plus on se coupe de notre essence spirituelle, de cette conscience supérieure qui est plus grande que nous, qui nous dépasse. Ah, alors vous allez me dire, mais que vient faire l'ego dans le yoga? Si on en revient maintenant à notre pratique, pourquoi concrètement est-ce qu'on parle autant de mettre son ego de côté quand on fait du yoga? Parce que l'ego, il cherche le contrôle, il cherche la comparaison, il cherche la validation. Il peut s'exprimer de manière très subtile, qui peut être simplement de vouloir réussir la posture parfaite. Il peut se traduire par se comparer à la personne qui est à côté de nous. Il peut nous pousser à nous juger négativement parce qu'un jour, c'est plus compliqué. On est un peu moins bien, on a l'esprit ailleurs. On se dit, je suis pas assez souple, j'y arrive pas. J'étais meilleure la dernière fois. Toujours ce prisme du je qui nous définit et qui nous dévalue. Ça peut aussi être, cela dit en passant, l'inverse. Donc, si j'arrive, alors je peux le faire. Yes, j'ai réussi, je suis trop bien. Maintenant, ça veut dire que je suis vraiment un yogi confirmé. Je veux toujours essayer plus de postures, toujours plus compliquées. Moi, ça c'est bon, c'est acquis. Maintenant, je veux faire plus. Donc, c'est autant le prisme du jeu qui se définit et qui se dévalue, mais aussi qui nous pousse à nous dépasser, qui veut toujours plus. Le yoga, il nous propose un autre regard. Si on prend le texte, le Bhagavad Gita, qui est vraiment un texte sur lequel je reviendrai aussi pour faire vraiment une explication plus en détail de ce que c'est. Mais je vous donne une citation ici, c'est Krishna qui dit à Arjuna « Accomplis l'action sans attendre le fruit de l'action ». Autrement dit, accomplis l'action sans attendre le fruit de l'action, ou pratique sans attente, sans identification au résultat, que le résultat soit bon ou mauvais, selon vos jugements. C'est aussi le principe qu'on a dans le karma yoga, qui est plutôt l'idée de ne pas agir pour flatter l'ego, mais plutôt au contraire pour se libérer de lui. Si on prend le yoga sous le prisme de l'ego, alors chaque posture, elle devient un espace de vérité, c'est comme un miroir. Quand l'ego il s'efface, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de bienveillance. On accepte le corps tel qu'il est, ici, maintenant.
On devient plus attentif à l'intention qu'on met dans la posture plutôt qu'au résultat de la posture elle-même. Ça ne veut pas dire de nier l'ego, mais c'est plutôt l'enjeu de plus le laisser diriger notre pratique. Et peut-être ici, j'avais envie de vous partager ici quelques pistes plus concrètes, à la fois peut-être à prendre sur votre tapis ou dans la vie quotidienne. Peut-être déjà commencer par observer sans juger. Si vous remarquez que vous avez une pensée du type « je suis nul » ou « ah yes, je suis trop fort aujourd'hui », si vous voyez que ce genre de pensée apparaît, essayez de prendre une respiration, de l'observer, et puis de vous rappeler qu'une pensée, c'est comme un nuage dans le ciel, et laissez-la passer. Vous pouvez aussi pratiquer la gratitude, parce que l'ego, il en veut toujours plus de progrès, plus de reconnaissance, plus de difficultés, plus de réflexion. La gratitude, elle permet de calmer cette agitation intérieure et de remercier, d'être reconnaissant de ce qu'on a ici et maintenant. Je voulais aussi vous inviter à penser à l'impermanence. L'impermanence, c'est cette idée que rien ne dure, ni les douleurs, ni les réussites. Se souvenir de ça, ça aide à ne pas se définir à travers ce qu'on vit et à se rappeler qu'on n'est pas que notre corps et notre esprit. Il y a quelque chose en plus qui nous constitue. Et la dernière chose qui peut vous aider, c'est d'offrir votre pratique. En début de séance, vous pouvez poser une intention, certains profs le font, invitent les élèves à poser une intention pour la pratique du jour. Et le fait d'offrir sa pratique à quelqu'un, à une cause, à la paix, à un grand concept, peu importe ce qui vous porte, ça vous permet de décentrer l'attention de vous vers quelque chose de plus vaste. L'ego, il est là. Il fait partie de notre expérience humaine. Mais le yoga, en nous proposant un espace d'écoute, de lenteur, de sincérité, il nous invite à nous désidentifier de lui. Ahamkara, c'est pas l'ennemi à abattre. C'est un guide, comme un signal. Chaque fois qu'il se manifeste, c'est une opportunité de revenir à l'essentiel. Et peut-être que petit à petit, dans le silence entre deux respirations, on peut entrevoir ce qu'on est vraiment, au-delà du « je ». Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré ou questionné, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à le partager autour de vous. C'est ce qui aide le podcast à se faire connaître. Et ça, c'est un petit coup de pouce à l'ego qu'on accepte volontiers. À très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!